résisté à l'épreuve du temps. Un monument hors norme, construit plus de 2500 ans avant Jésus-Christ sur le plateau de Gizeh en Égypte, pour abriter le tombeau du pharaon Khéops. Pendant des millénaires, elle fut la construction humaine la plus haute du monde. 146 mètres de hauteur sur 230 mètres de côté. Plus haute que la basilique Saint-Pierre de Rome. Depuis des siècles, son existence a donné lieu aux théories les plus folles. Et la Grande Pyramide a fait naître de nombreuses énigmes. Qui a pu bâtir un tel édifice? Et comment les Égyptiens ont-ils réussi à assembler autant de blocs de pierre pour atteindre des dimensions aussi exceptionnelles? Comment ont-ils pu construire ça avec les technologies de l'époque? Pourquoi le pharaon a-t-il fait construire cette pyramide et à quoi servaient les pièces qui se dissimulent à l'intérieur? Le site de la Grande Pyramide était bien plus qu'un gros chantier. Il devait symboliser quelque chose. Pourquoi cet édifice a-t-il fait naître des croyances aussi étranges? Charles Piazzi Smythe pensait que parce que la grande galerie de la pyramide de Khéops mesurait 1881 pouces, le monde s'arrêterait après l'année 1881. En gros, l'apocalypse allait arriver. Pour répondre à toutes ces questions, nous avons réuni une équipe de 5 experts internationaux, égyptologues, anthropologues, historiens et archéologues. Ensemble, ils ont mené l'enquête. Grâce à leurs témoignages, à des images de synthèse et à des reconstitutions, vous allez remonter le temps et revivre l'une des enquêtes archéologiques les plus complexes et les plus controversées de l'histoire. Une fois que le corps du roi était à l'intérieur, tout était scellé pour que le roi puisse faire sa résurrection et surtout faire en sorte que personne ne puisse accéder à l'intérieur des chambres sépulcrales. Vous vous retrouvez dans une pièce vide qui semble être la chambre funéraire d'un roi, mais il n'y a rien dedans. Aucun trésor, rien du tout. Donc la question se pose, qu'a-t-il pu se passer? Enquête sur l'un des monuments les plus connus et les plus mystérieux de la planète, la pyramide de Khéops. L'Égypte, un pays connu dans le monde entier pour ses vestiges archéologiques vieux de plusieurs millénaires. On y compte pas moins de 139 pyramides, construites pour certaines il y a plus de 4000 ans. Parmi elles se trouve la plus grande, la plus haute et surtout celle qui a fait l'objet des théories les plus folles sur ses origines. La pyramide de Khéops, appelée aussi la Grande Pyramide. Elle se situe sur le plateau de Gizeh, une ville située sur la rive ouest du Nil, à peine 25 km du Caire, la capitale du pays. À proximité, se trouvent les pyramides de Khéphren et de Mykérinos, et le fameux sphinx de Gizeh, la plus grande sculpture monolithique du monde, qui trône devant le site, classé au patrimoine mondial de l'humanité. Au milieu de toutes ces merveilles qui ont résisté à l'épreuve du temps, la Grande Pyramide fait encore l'objet d'innombrables recherches par les archéologues et recèle de nombreux mystères. Les pyramides font partie des constructions qui ont existé dans de nombreuses civilisations. Elles sont le symbole d'un mélange de savoir-faire technologique, économique, esthétique et de croyances cosmologiques. Donc ça doit symboliser quelque chose. Et quand vous pensez au mot pyramide, immédiatement, vous pensez à la pyramide de Khéops. J'adore la Grande Pyramide parce qu'elle est entourée de mystères. Et on a grandi avec elle grâce à tous les films ou les documentaires dans lesquels elle apparaît. La taille de la pyramide de Khéops est exceptionnelle. Et le fait qu'elle soit vieille de plus de 4500 ans, et que ce soit la seule des 7 merveilles du monde encore visible aujourd'hui, la rend vraiment unique. C'est un symbole du passé qui est éternel. Elle nous connecte à ce passé que l'on partage tous.
La pyramide de Khéops est une pyramide à base carrée d'environ 230 mètres de côté. Et son sommet se situe à près de 137 mètres de hauteur. Mais l'édifice d'aujourd'hui n'est pas resté tel qu'il était à l'époque. Sa hauteur d'abord. Elle était d'environ 146 mètres, soit une dizaine de mètres de plus. Mais l'érosion a réduit sa hauteur à travers les millénaires. Sa surface ensuite. Les blocs que l'on voit aujourd'hui sur les 4 faces de la pyramide composaient en réalité à l'origine le noyau de l'édifice. Ils semblent d'ailleurs taillés de façon assez grossière. Et les joints qui les relient entre eux sont rudimentaires. Et pour cause. Ils n'étaient pas censés être visibles depuis l'extérieur. Lorsque vous regardez la Grande Pyramide aujourd'hui, vous êtes confronté à ce qui semble être essentiellement un énorme monticule de blocs de pierre. Mais à l'origine, toute la pyramide était recouverte de pierre calcaire. Sa surface était complètement lisse. La Grande Pyramide est aujourd'hui vraiment impressionnante. Mais dans l'Antiquité, elle était encore plus spectaculaire. Le calcaire blanc qui recouvrait sa surface la faisait scintiller, et l'édifice brillait sous le soleil du désert. Les pierres calcaires, soigneusement polies, étaient reliées entre elles par des joints d'une finesse exceptionnelle. Une véritable colline de lumière qu'on surnommait Akhwit, la brillante. Depuis, ces magnifiques blocs de calcaire lisse ont disparu, pillés les uns après les autres à travers les siècles pour être utilisés sur d'autres constructions. Aujourd'hui, les 4 faces de la pyramide dévoilent donc ce qui était censé rester caché à tout jamais. Mais la quantité de blocs de pierre ainsi révélés prouve à quel point la construction de l'édifice a dû nécessiter des moyens exceptionnels. Cette structure continue de nous fasciner. Vieille de 4500 ans, haute de plus de 140 mètres. On se demande vraiment comment des gens de cette époque ont pu construire cela. Et on est encore en train de se poser la question, comme les Romains se la posaient déjà il y a des siècles de ça. 2500 ans avant Jésus-Christ, il faut imaginer que les technologies disponibles étaient très limitées. Il n'y avait pas d'outils en acier, il n'y avait pas de poulies ni de grues sophistiquées. Et pourtant, cette énorme structure a été créée par des personnes qui étaient dans les tout premiers stades de la civilisation humaine. La Grande Pyramide se compose d'environ 2,3 millions de blocs de pierre, certains pesant jusqu'à 80 tonnes. Avec ses dimensions spectaculaires, elle est restée pendant plusieurs millénaires l'édifice le plus grand jamais construit par l'homme. Un chantier titanesque. Un défi presque inimaginable pour l'époque. À tel point que les théories les plus folles sur les origines de la pyramide de Khéops ont circulé à travers les âges. Pour certains, l'édifice a forcément été bâti par une civilisation plus avancée, dotée de technologies et de pouvoirs exceptionnels et dont la trace aurait disparu. Pour d'autres, seuls des extraterrestres ont pu être capables de relever un tel défi. Si certaines personnes préfèrent croire à ces théories sur les extraterrestres ou des gens capables de faire léviter des blocs de pierre, c'est qu'il est très difficile d'accepter l'idée que des gens qui vivaient il y a plus de 4500 ans étaient plus intelligents que nous et qu'ils pouvaient construire des édifices que nous ne sommes même pas encore en mesure de comprendre. Les affirmations selon lesquelles les Égyptiens auraient été incapables de construire la pyramide de Khéops s'inscrivent dans la lignée d'autres théories qui affirment que des personnes de couleur n'ont pas pu être à l'origine de constructions extraordinaires. Pourtant, vous ne voyez pas grand monde pour suggérer que les Grecs ou les Romains n'ont pas construit eux-mêmes les monuments qu'on leur attribue aujourd'hui. Seule l'archéologie peut percer les mystères de la Grande Pyramide et comprendre par qui et comment elle a été bâtie. Premier indice, le chantier. Ceux qui ont participé à la construction d'un tel édifice ont forcément laissé des traces.
Les travailleurs de la pyramide sont vraiment au cœur du processus de construction. Le pharaon pourrait avoir tout l'argent du monde pour construire sa pyramide. Sans main-d'œuvre pour le faire, il n'y a pas de pyramide. Selon les écrits de Hérodote, historien de la Grèce antique, la grande pyramide a été bâtie pour le pharaon Khéops. On ne connaît que très peu de choses sur ce roi, dont le nom est pourtant aujourd'hui connu dans le monde entier. Fils de Snéfrou, qui a le premier conçu le système des pyramides à face lisse, Khéops est le deuxième roi de la 4e dynastie de l'Ancien Empire. Son nom égyptien se prononce Khufu. De lui, il n'existe qu'une seule petite statue qui le représente en position assise. Elle mesure à peine plus de 7 cm de hauteur et elle est conservée au musée égyptien du Caire. On sait beaucoup de choses écrites et architecturales sur lui, mais finalement, lui, le concernant, très peu de choses. Les auteurs classiques montraient Khéops comme quelqu'un de vraiment très négatif. Hérodote a été le premier à le discréditer au possible, en lui donnant une image mais sombre au possible, parce qu'il a fait faire cette immense construction. Selon les textes d'Hérodote, Khéops était un despote mégalomane qui aurait épuisé son peuple en le mobilisant de force pour la construction de sa pyramide. Il avance même le chiffre de 100 000 esclaves sur le chantier. Et pourtant, à la fin des années 80, les archéologues ont découvert, dans une plaine située au sud de Gizeh, une ancienne ville disparue, recouverte par le sable. Un immense complexe de bâtiments. C'est là que vivait le personnel du chantier de la Grande Pyramide. À l'ouest, il y avait de grandes habitations réservées aux administrateurs et aux contremaîtres. À l'est, sur les rives du Nil, il y avait un grand village pour le personnel de soutien. Des boulangers, des forgerons, des médecins, des cuisiniers. Et entre ces deux villages se trouvaient les maisons des ouvriers en charge de la construction de la pyramide. Les archéologues ont trouvé des preuves d'une série de grandes casernes qui pouvaient accueillir confortablement 40 à 50 personnes. Ils ont également trouvé des quantités d'os d'animaux, indiquant que les travailleurs étaient très bien nourris, avec un régime protéiné de très haute qualité, ce qui était plutôt inhabituel pour l'époque. Ils ont également mis au jour un cimetière situé à proximité. Sur certains squelettes, on a trouvé des traces de fractures très bien soignées. Tout ceci prouve que les ouvriers du chantier étaient bien logés, bien nourris et bien soignés. Ce n'était pas une armée d'esclaves qui construisait la pyramide. Les ouvriers de Khéops étaient donc des volontaires, venus de tout le pays et hébergés directement sur le site. On estime aujourd'hui que la construction de la Grande Pyramide a duré 20 ans. 20 années au cours desquelles des milliers de travailleurs sont venus participer à l'un des chantiers les plus pharaoniques de l'histoire de l'humanité. Le site de la Grande Pyramide était plus qu'un gigantesque chantier de construction. C'était un lieu de transformation sociale. Un endroit où des individus qui n'avaient probablement jamais quitté leur village jusqu'à présent se retrouvaient ensemble pour participer à la construction de ce grand monument. Non seulement pour leur pharaon, mais aussi pour toute leur nation. C'était pour la gloire de l'Égypte. Et cela faisait partie des croyances religieuses très importantes des Égyptiens de l'époque. Les pyramides, ce sont des villes pyramides, ce sont vraiment des structures d'habitation autour du monument funéraire, des lieux de vie, véritablement. Il faut imaginer que le système de construction des pyramides, c'est un système de servage, comme à l'époque médiévale en Europe, où finalement, pour le roi, la population travaillait et construisait ce monument à portée funéraire. De plus, dans le monde pharaonique, il y a aussi un avantage énorme pour la population, c'est qu'en faisant cela, ils avaient la possibilité d'accomplir leur rêve post-mortem, c'est-à-dire rejoindre aussi le paradis.
Autre indice clé pour les archéologues, les matériaux. La carrière principale d'où ont été extraits les blocs de pierre se trouve sur le plateau de Gizeh, au sud du site. La pierre calcaire blanche et lisse, qui recouvrait les 4 faces de la pyramide, provient quant à elle des carrières de Toura, situées au sud du Caire, sur la rive est du Nil. Mais à l'intérieur de la pyramide, on trouve également 8000 tonnes de granit. Ces énormes blocs proviennent, eux, de la carrière d'Assouan, située à 800 km plus au sud. L'acheminement de tous ces blocs de pierre a nécessité une logistique hors du commun, dont les détails ont été révélés grâce à la découverte en 2013 d'un papyrus exceptionnel, le plus ancien connu à ce jour. Les fragments de ce papyrus ont été retrouvés dans l'ancien port de Wadi el-Jarf, situé au bord de la mer Rouge. Il s'agissait du journal de bord d'un certain Merer, l'un des responsables chargés de superviser la construction de la pyramide de Khéops. Il s'agit sans aucun doute de la plus grande découverte du siècle en égyptologie. Ce journal de Merer est un inventaire tenu par un contremaître. Et il donne un aperçu incroyable du quotidien de la construction de la Grande Pyramide. On a des colonnes d'inscription qui sont datées de tel ou tel jour et qui expliquent qu'on prenait un bateau qu'on remplissait de tant de blocs, qu'on amenait ensuite jusqu'à certains lieux comme l'étang de Khéops, où en fait les gens dormaient pendant une journée, voire 2, attendaient la crue du Nil aussi à certains moments, pour pouvoir transporter plus facilement tous ces blocs jusqu'à Aret Roufou, qui est le vrai nom du complexe pyramidal de Khéops. Grâce à ça et grâce au système de journal de bord, on a tout cet aspect logistique, chronologique, quantité et besoin d'hommes qui est décrit et qui répond en fait à toutes les interrogations concernant la construction. Des découvertes récentes prouveraient qu'à l'époque de la construction de la pyramide de Khéops, un bras du Nil aujourd'hui disparu circulait aux abords du site. Une voie navigable idéale pour que des barges chargées de blocs de pierre puissent accéder au plus près du chantier. Mais la suite est plus floue. Comment, une fois les matériaux à disposition, les ouvriers ont-ils fait pour assembler les uns au-dessus des autres les 2,3 millions de blocs de pierre jusqu'à atteindre 146 mètres de hauteur? Si l'on part du principe qu'il a fallu environ 20 ans pour construire la pyramide de Khéops, cela signifie qu'ils ont dû poser un bloc toutes les 2 minutes. On se demande bien comment ils ont fait ça avec la technologie dont ils disposaient à l'époque. Plusieurs découvertes ont permis aux égyptologues de comprendre comment les énormes blocs de pierre étaient transportés après avoir été débarqués des bateaux. Premier indice, une fresque trouvée à l'intérieur d'une tombe égyptienne. On y voit des ouvriers tirer un énorme colosse sur un traîneau grâce à un système de cordage. Mais on remarque surtout que l'un d'entre eux verse de l'eau en amont du trajet pour faciliter le glissement de la charge. On a aussi la chaussée de Mirghissa, donc beaucoup plus au sud de l'Égypte, qui en fait a démontré que les Égyptiens utilisaient le limon, c'est-à-dire la boue du Nil, comme élément de glisse permettant le transport d'objets de plusieurs tonnes très facilement. Ce système de glisse fonctionnait très bien sur sol plat. Mais a-t-il pu être utilisé tel quel par les bâtisseurs de la Grande Pyramide pour disposer des blocs en hauteur? Chaque bloc aurait dû être tracté sur les flancs de l'ouvrage. Mais avec une inclinaison de 51 degrés, la pente de la pyramide de Khéops semble être beaucoup trop importante pour que des blocs aussi lourds puissent avoir été acheminés de cette façon. C'est une découverte réalisée en 2019 dans une ancienne carrière de pierre qui a permis de percer ce mystère. Dans ces carrières de calcite, on appelle aussi albâtre égyptien, en fait, des carrières utilisées dès l'Ancien Empire, donc de l'époque de Khéops,
On a découvert en 2019 une rampe avec un escalier de chaque côté, avec un système aussi de trous de poteaux tout le long de cet escalier, qui permettait en fait, selon un système de cordage, de faire remonter les blocs tout doucement. Les hommes tiraient vers le bas la corde, ce qui faisait remonter tout doucement les blocs. En fait, en utilisant toutes ces informations, on a maintenant la clé pour comprendre comment les Égyptiens transportaient ces millions de blocs. Ils n'avaient pas encore la roue, ils n'avaient pas encore le système des poulies, mais ce qu'il faut savoir avec l'Égypte ancienne, c'est qu'ils ont cette capacité à utiliser des méthodes préhistoriques qu'ils poussent à l'extrême et qui en fait perdurera tout au long de leur civilisation. Dans le cas de cette carrière, ce système de rampe permettait donc de récupérer les blocs en profondeur et les remonter vers la surface. Mais si l'on applique le même système à la construction de la Grande Pyramide, on se retrouve face à un problème de taille. Pour qu'une seule rampe ait pu permettre d'acheminer l'intégralité des blocs de pierre jusqu'au sommet, sa taille aurait dû être phénoménale. Assez large pour que les ouvriers puissent tracter les blocs, et assez solide pour supporter un poids de plusieurs millions de tonnes. La construction de cette rampe gigantesque aurait été un ouvrage quasi aussi complexe à concevoir que la pyramide elle-même. La théorie selon laquelle il existait une seule et unique méga-rampe construite contre l'une des faces de la pyramide est tout à fait plausible. Mais le problème est qu'il n'y a aucune trace qu'une telle rampe ait existé. D'autres hypothèses ont aussi été imaginées. Une rampe en zigzag positionnée contre l'une des faces de la pyramide. Ou une rampe en forme de spirale qui aurait encerclé l'ensemble de la structure jusqu'à son sommet. En 1999, un architecte français, Jean-Pierre Houdin, a proposé une théorie assez intrigante, mais tout à fait plausible, sur la façon dont une rampe aurait pu être utilisée pour construire la pyramide. Selon lui, les Égyptiens auraient d'abord utilisé une première rampe extérieure pour construire les 2 premiers tiers de la pyramide. Ensuite, ils auraient démonté cette rampe pour utiliser les blocs de pierre qui la composaient et construire le dernier tiers de la pyramide, mais cette fois avec une rampe intérieure. Ce qui explique pourquoi toute trace de rampe extérieure a disparu. Les concepteurs auraient même inventé un système ingénieux de poutres en bois pour faire pivoter les blocs de pierre dans les angles de la rampe intérieure. Ils ont forcément dû créer des petits espaces, des sortes d'encoches pour pouvoir manœuvrer les blocs de pierre dans les angles. Ils devaient évidemment être très difficiles à déplacer. Tous ceux qui ont dû déménager un grand canapé à l'intérieur d'une maison savent de quoi je parle. Donc il fallait trouver le moyen de déplacer les blocs et régulièrement les pousser dans un recoin pour pouvoir les faire pivoter et les insérer correctement. Une immense rampe extérieure. Une rampe en zigzag. Une en spirale. Une rampe intérieure. Les partisans de chaque théorie continuent encore aujourd'hui de défendre leurs arguments sans que la solution à l'énigme de la construction de la Grande Pyramide ait été réellement prouvée. Mais en attendant de nouvelles révélations, d'autres mystères ont également fait l'objet de nombreuses théories. L'un d'entre eux a même provoqué d'innombrables débats au cours des siècles. Pour quelles raisons les Égyptiens ont-ils bâti un tel monument ? Dans les temps anciens, la Grande Pyramide a été rapidement identifiée par les historiens grecs comme le tombeau du puissant pharaon Khéops. Mais plus tard, une autre théorie a émergé. Elle vient de l'un des ouvrages fondateurs des religions juives et chrétiennes, le livre de la Genèse,
le premier livre de la Bible. Un récit complet des origines et de la création du monde par Dieu, écrit plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Le chapitre 41 du livre est consacré à l'histoire d'un pharaon égyptien. Ce pharaon aurait été troublé par des visions apparues au cours de 2 rêves successifs. D'abord, il voit 7 vaches bien grasses, suivies de 7 vaches terriblement maigres, chancelantes et malades. Puis, il voit 7 épis de maïs qui semblent vraiment succulents, suivis par 7 autres qui sont secs et qui s'effritent. Et il se réveille terrifié. Que peuvent bien vouloir dire ces 2 rêves? Il s'avère qu'en prison, un jeune homme juif nommé Joseph parvient à interpréter ces rêves. Ce que dit Joseph au pharaon, c'est qu'il va y avoir une terrible famine et que le seul moyen pour le pharaon de sauver son peuple est de stocker autant de blé que possible. À la fin de l'histoire, le pharaon décidera de suivre les conseils de Joseph et il fera de lui l'un des personnages les plus importants du pays. Alors Pharaon dit à Joseph, « Dès lors que Dieu t'a fait connaître tout cela, personne ne peut être aussi intelligent et aussi sage que toi. C'est toi qui auras autorité sur ma maison. Tout mon peuple se soumettra à tes ordres. Par le trône seulement je serai plus grand que toi. Vois, je t'établis sur tout le pays d'Égypte. Je suis Pharaon, mais sans ta permission, personne ne lèvera le petit doigt dans tout le pays d'Égypte. » Plus tard, pour les théologiens qui interpréteront le livre de la Genèse, un seul endroit a pu être utilisé pour stocker le blé des Égyptiens, en prévision de la grande famine annoncée par les rêves du pharaon. Les pyramides. Cette croyance que les pyramides sont les greniers à blé de Joseph s'installe à partir du VIe siècle. Au XIIIe siècle, en 1204 plus précisément, on retrouve cette magnifique peinture murale dans la cathédrale de Venise, qui représente justement les pyramides comme des greniers à blé. Mais à partir du XIVe siècle, on a retrouvé un récit de voyage de Jean de Mandeville, l'un des tout premiers explorateurs, dans lequel il continue à dire que les pyramides sont bien les greniers à blé de l'Égypte. Mais on sent déjà les premiers doutes apparaître. Et ce n'est vraiment qu'à partir du XVe et du XVIe siècle, alors que le commerce et surtout le tourisme se développent, que les gens commencent vraiment à voir les pyramides autrement et à accepter l'idée que l'Église avait tort. Cette légende faisant des pyramides les greniers à blé de l'Égypte va être définitivement mis à mal par des découvertes réalisées là où se trouve la solution de l'énigme, à l'intérieur de l'édifice. Mais il a fallu du temps pour découvrir ce qui se cache réellement dans ce monument de pierre. À la fin de sa construction, ses bâtisseurs en ont scellé l'entrée pour en interdire l'accès. Après le règne de Khéops, des centaines de pharaons ont régné sur le pays avant que l'Égypte soit conquise par des puissances étrangères. D'abord par les Perses au VIe siècle avant Jésus-Christ, puis par les armées d'Alexandre le Grand, avant que l'Égypte soit annexée à l'Empire romain au début de notre ère. Elle y restera pendant 6 siècles, jusqu'à ce qu'elle tombe aux mains du califat Rachidoun. Pendant toute cette période, soit plus de 3000 ans, il n'existe aucune preuve que quiconque ait pénétré à l'intérieur de la Grande Pyramide. Et ce, jusqu'au 9e siècle de notre ère. À cette époque, le calife qui règne sur la région s'appelle Al-Mamoun. C'est lui qui va oser s'attaquer à la Grande Pyramide pour découvrir les mystères qu'elle renferme. Al-Mamoun était réputé pour être intéressé par les sciences, la culture et l'histoire. Mais il avait sans doute un autre objectif: récupérer les éventuels trésors cachés à l'intérieur de la pyramide. Le calife va ordonner à ses hommes de creuser un tunnel à travers les blocs de pierre depuis la face nord de la pyramide.
La façon dont ils sont entrés dans la pyramide, c'était un peu comme un braquage. Comme pour percer un coffre-fort, ils ont utilisé des pics, du feu pour faire craquer les blocs de pierre et les déplacer. Ils ont utilisé tous les outils qu'ils pouvaient pour pénétrer à l'intérieur. Ils ont creusé un premier tunnel à travers 27 mètres de blocs de pierre. C'était un travail colossal. On se demande même comment ils n'ont pas fini par abandonner. Vous imaginez après quelques mètres la quantité de roches et d'énormes blocs qu'ils ont dû déplacer. Et pourtant, ils ont réussi à franchir cette distance et à atteindre une issue. À l'extrémité de leur tunnel, les hommes d'Al-Mamoun débouchent sur 3 énormes pierres de granit qui bloquent l'accès vers 2 couloirs étroits construits par les bâtisseurs de l'édifice. À cet instant, les membres de l'équipe du calife ne le savent pas encore, mais ils viennent de faire l'une des plus grandes découvertes archéologiques de l'histoire. Ils vont parvenir à forcer le passage et à progresser à l'intérieur d'un couloir ascendant long d'une 30aine de mètres. À l'extrémité, ils débouchent sur ce qui sera appelé plus tard la Grande Galerie. Un couloir d'accès qui s'élève en direction du cœur de l'ouvrage avec une pente de plus de 26 degrés. Le nom Grande Galerie est un peu trompeur. En fait, c'est plutôt un genre de couloir. Un couloir ascendant de 46 mètres de long, 8-9 mètres de profondeur et 2 mètres de large, et sans aucune décoration intérieure. Les hommes d'Al-Mamoun vont alors accéder à une porte très basse qui mène à une antichambre. Une fois franchie, ce passage donne accès à ce que les bâtisseurs de la Grande Pyramide voulaient à tout prix protéger des intrus. Une grande chambre revêtue de granit lisse de couleur rouge foncé. Et au milieu, un sarcophage. La Grande Pyramide a donc été entièrement conçue pour protéger le corps d'un pharaon, censé reposer dans son sarcophage de granit. Mais cette découverte est pour le moins étrange. Les coutumes des Égyptiens lors des funérailles de leur roi étaient particulièrement somptueuses. Un grand pharaon tel que Khéops a dû être d'abord momifié, son corps enveloppé dans des bandages en lin et placé dans un cercueil orné. De grandes quantités de trésors, de meubles et de bijoux ont également dû l'accompagner dans l'au-delà. Et pourtant, la chambre du roi, placée au cœur de la Grande Pyramide et découverte par les hommes du calife Al-Mamoun, est entièrement vide. C'était vide. Il n'y avait absolument rien d'autre dans cette pièce. Une pièce sans décoration et avec un grand sarcophage. Donc cela ressemble à un endroit conçu pour un roi, compte tenu de la taille du sarcophage, mais aucun trésor, rien d'autre à récupérer. Alors une question se pose, que s'est-il passé? Qu'est-il arrivé au pharaon, à sa momie, et où sont passés les trésors? 2 théories se dégagent. La première, bien sûr, quand vous voyez une chambre funéraire vide qui semble avoir été créée pour y enterrer un roi, un pharaon, et que vous n'y trouvez rien, vous vous dites qu'elle a été pillée et que les trésors ont disparu. Mais une autre théorie est possible. Les Égyptiens savaient que la tombe pouvait être pillée. On a d'ailleurs découvert de nombreuses inscriptions en Égypte qui parlent de malédictions et de techniques pour empêcher les pillages. Donc on peut imaginer que les bâtisseurs de la Grande Pyramide ont créé une fausse chambre pour empêcher les pillages ou au moins tromper les voleurs de trésors, pour leur faire croire qu'ils étaient arrivés dans la chambre funéraire, mais qu'ils n'avaient plus rien à y dérober. Cette pièce vide où repose le sarcophage de granit est une première énigme. Mais c'est loin d'être la seule, car la structure intérieure de l'édifice est elle aussi très inhabituelle. Sous la chambre du roi se trouve une autre pièce baptisée la chambre de la reine, reliée à la grande galerie par un couloir horizontal. Plus bas, en empruntant cette fois un couloir descendant, on trouve une 3e chambre enterrée sous l'édifice. La plupart des pyramides ont une chambre funéraire qui est généralement en dessous de l'entrée, et même souvent souterraine. Cela vient des anciennes traditions des premières tombes qu'on appelle les mastabas, qui datent de l'époque d'avant les pharaons et qui avaient des tombes souterraines. Ce qui est étrange dans le cas de la pyramide de Khéops, c'est que vous avez cette chambre funéraire située en hauteur, où a priori le pharaon a été inhumé. Donc c'est assez différent des autres pyramides.
À quoi pouvaient bien servir ces 3 chambres funéraires? Et si la chambre du roi est vide et qu'aucun ornement n'a été peint sur les murs de granit, comment savoir si cette pyramide a bien été construite pour le pharaon Khéops il y a plus de 4500 ans? Ces questions, de nombreuses expéditions archéologiques vont tenter d'y répondre, car le monument va fasciner une succession d'explorateurs qui vont tous tenter de percer les mystères qu'il renferme. Bienvenue dans Mission Réparation, l'émission qui va vous éviter de jeter vos appareils en panne. Moi, c'est Jonathan.